Toi, tu fais quoi? Salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode de Tu fais quoi? Ce podcast où j'essaie de deviner c'est quoi que les gens font dans leur job à tous les jours. Je suis donc aujourd'hui à distance avec une personne que je connais depuis très longtemps. Mon frère, Guillaume, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Très bien, donc on a le gros décalage horaire. Moi, c'est dimanche soir, toi, c'est dimanche, plein après-midi. Et puis, tu viens un peu me sauver parce que mon invité d'aujourd'hui a annulé à la dernière minute. Et puis, j'ai dit, je sais que je peux toujours compter sur mon frère. Et puis, en plus, ce qui est drôle, c'est que ça marche très bien pour ce podcast parce que, oui, je sais à peu près ce que tu fais, mais de là à dire que je serais capable de dire ce que tu fais à tous les jours sur ton day-to-day basis, ça, j'arriverai pas. Puis je pense que je vais essayer de le faire de mon mieux. Mais est-ce que tu as pu écouter d'autres épisodes de ce podcast? Ouais, j'en ai écouté un ou deux, puis surtout le dernier récemment. Fait que ça me donne une bonne idée de quoi m'attendre, là, côté questions, et puis un peu la façon que la discussion va aller. Ouais. Tu sais, donc nous, on a un père qui a une entreprise qui est assez particulière. Je sais que en tout cas, moi, je l'ai dit dans l'intro de ce podcast que quand moi j'étais jeune, puis que tout le monde me disait, ah mais il fait quoi ton père dans la vie? C'était comme, il y a une usine là, puis il fait des machines. Tu sais, j'avais un peu toujours de la difficulté avec ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a un peu parti dans ce chemin de jamais trop être sûr de plein de métiers autour de moi. Je sais pas si toi tu peux un peu me rejoindre là-dessus, ou est-ce que toi t'étais beaucoup plus rapide que moi là-dessus? Ça a toujours quand même bien été de ce côté-là. Il fait des machines ou il fait quelque chose du genre. Il y a quand même eu une variété dans son parcours, même dans sa même entreprise, ouais. À travers les années. Donc, il y a peut-être ça qui était plus complexe parce que, bon, c'est lui un peu d'un coup de tête ou bien comment que ça allait, les types de contrats qu'il voyait qui étaient disponibles, qui faisaient en sorte qu'il y avait plus de variété que dans une compagnie peut-être typique, là. Ouais. Mais non, on s'en sort quand même assez bien s'il faut pas aller trop dans les détails. C'est ça. Donc, je pense que vous l'avez un peu entendu. Donc, mon frère qui est au Québec, il a peut-être encore gardé l'accent un petit peu plus que moi. Je sais que moi, ça fait 10 ans que je vis ici. Fait que on me dit souvent quand je suis en Suisse, ouais, mais toi, t'as full accent. Mais quand je retourne au Québec comme tout le temps, t'es en train de le perdre. Tu penses que je me débrouille comment? Je crois qu'au fur et à mesure de la discussion, il va sortir plus des facts, puis ça devrait aller pas si pire, là. Je pense qu'à la fin, tu vas parler comme il faut, là. Ouais, c'est ça. Je vais être redevenu québécois. Alright. Donc, j'aimerais que tu me dises, Guillaume, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi ton titre de ton job? Parce que je sais que, alors, juste petite parenthèse, moi, quand je suis parti il y a 10 ans, tu faisais pas ça. Non. Donc, tu vois, nous, on se voit à peu près, je dirais, peut-être 2 fois max par année. Donc, en vrai, bien sûr, on s'appelle souvent. Mais de là à dire que je serais capable de voir ton quotidien, je l'ai jamais vraiment vu, sauf pendant le confinement où j'étais assez longtemps au Canada. Mais sinon, c'est vraiment juste parce que j'en entends parler. Donc, dis-moi ce que c'est ton métier. Bon, c'est sûr que c'est ça. Il y a 10 ans, j'étais dans la même compagnie, mais j'étais opérateur et programmeur CNC. Donc, j'étais un peu machiniste, mais aussi je programmais la machine qui faisait automatiquement les opérations à faire pour fabriquer une pièce en métal. Ouais. Maintenant, je suis rendu représentant aux ventes pour la même compagnie. Donc, c'est moi qui m'assure de trouver les ventes pour faire les projets qu'on fait à l'interne pour nos clients. OK. Mais t'avais dit que ton titre, ce serait quoi? Vendeur? Ouais, dans le fond, c'est vraiment représentant aux ventes. Représentant aux ventes, OK. Ouais. Ça veut dire que toi, donc, je pense que tu vas me donner une note, hein? Donc, sur 10, à quel point je suis proche de ce que tu fais tous les jours. Mais je pense que ça veut dire que toi, tu as comme sûrement une base de données de clients qui font affaire chez vous, dans votre entreprise. Et puis, selon moi, ça veut dire que tu dois avoir un peu je dirais, de la maintenance, c'est-à-dire voir si eux sont satisfaits, de faire un peu du customer complaint. Si eux, ils ont des trucs qui fonctionnent pas, ils vont t'appeler pour en parler. J'imagine que c'est aussi ta job de faire un peu du recrutement de potentiels autres clients que vous pourriez avoir. Et puis, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je pense que
Je sais que tu m'as déjà eu parlé du fait que tout ce qui est un peu international, étant donné du fait que tu étais parfaitement bilingue, ils viennent toujours te voir toi pour savoir est-ce que toi tu pourrais gérer ce dossier-là parce que c'est à l'international. Je sais que tu as eu affaire à aller au Mexique aussi. Donc je pense que c'est à peu près ça. Je pense que tu fais beaucoup d'emails, beaucoup de retours sur des choses qui sont passées, mais je pense que c'est peut-être moins manuel que quand tu avais commencé justement. Oui, ça c'est absolument certain que c'est moins manuel. Ouais. Il y a toujours différents types de vendeurs. On peut dire, c'est sûr que où est-ce que moi je travaille, c'est beaucoup plus technique. Ouais. Tu peux pas prendre n'importe qui a juste de l'expérience en vente pour ensuite le faire le même poste que moi. Ouais. Donc, il y a vraiment un aspect technique à mon boulot. Il faut que je sache de quoi que je parle quand que je parle avec les clients. On fait surtout, c'est surtout de l'automobile, c'est de l'outillage dans le fond. Donc, oui, en bonne partie, ce que tu as dit, c'est juste, mais il y a un gros bémol, c'est que c'est surtout qu'il faut que je fasse des soumissions pour ensuite donner un chiffre aux clients, puis que ça soit satisfaisant pour eux, pour ensuite aller de l'avant avec un projet ensemble. Ouais. Donc, oui, je fais beaucoup de clients traditionnels que nous avons déjà dans le passé. On essaie tout le temps de garder une bonne relation avec eux. On essaie d'avoir du boulot à répétition avec eux parce que justement, c'est plus simple. Ils nous connaissent, ils savent comment on travaille. Fait que ça aide beaucoup de ce côté-là. Puis, il y a un petit peu sur le côté où est-ce que je regarde de m'assurer que on a assez de travail chaque année. Donc, des fois, ça m'arrive aussi à voir trouver d'autres compagnies avec qui on pourrait travailler avec. Ouais, fait que j'étais quand même pas loin. Ouais, fait que, OK, donner une note, j'aurais dit 9 sur 10 parce que tout ce que tu avais dit était correct. C'est juste que Il le manquait. côté soumission, c'est quand même une grosse partie de mon travail. Donc, peut-être, disons, un 7-8. Là. Ouais, Ah, mais ça me rassure parce que, justement, quand j'en parlais avec ma femme Nadia, on en parlait avant, puis je disais, c'est quand même un peu la honte d'avoir mon propre frère sur ce podcast pour dire, je sais pas ce qu'ils font. Mais tu vois, ça veut dire que je m'en sors pas si mal quand même, donc ça, c'est bon. Mais la raison pourquoi je voulais t'avoir comme invité, puis oui, j'ai dit en intro que c'est parce qu'il y a un invité qui est annulé, mais de toute façon, moi, j'avais prévu de faire une interview avec toi parce que je trouve que ce qui est intéressant avec ton parcours à toi, c'est le fait que en fait, c'était pas du tout ça que quand tu as fait tes études et tout, c'était pas du tout pour ça. Et puis tu viens de dire maintenant que ce poste-là, tu as besoin de l'expérience de la vente et tout. Toi, t'en avais zéro avant ce job. Non, c'est ça. C'est vraiment à travers mon parcours dans l'entreprise, j'ai eu des opportunités qui ont fait en sorte que j'ai pu me démarquer avec le contact client. Le fait que je suis bilingue en anglais, ça m'a beaucoup aidé parce que la majorité de nos clients sont en Amérique du Nord. C'est sûr qu'on en a un peu en Europe, mais la grande majorité, c'est États-Unis, Mexique. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec un client quand que j'étais aux États-Unis. Puis, un des directeurs m'a vu cheminer de ce côté-là. Puis, il a dit, je crois que tu serais un bon vendeur. Puis, ça m'a comme donné un peu la puce à l'oreille de dire, hey, ça serait peut-être quelque chose qui m'intéresserait. Puis, c'est ça. Puis après ça, il y a eu quand même, j'ai passé par la conception suite à mon travail au CNC pour que j'aie une vue plus globale de c'est quoi concevoir notre machinerie. Puis une fois que ça s'était fait, puis que j'avais assez d'expérience de ce côté-là, ben là, c'est là qu'ils m'ont dit, OK, on croit que tu es prêt pour les ventes. Puis ça a quand même été très, très bien organisé, c'était bien planifié, puis je suis très content de où est-ce que je suis en ce moment. Quand tu parles de CNC, je pense que c'est peut-être un truc plus québécois, mais... Ouais, dans le fond, c'est une machine à commande numérique. OK. Ouais. Donc, les gens qui sont dans le domaine vont comprendre, mais c'est, disons, une fraiseuse traditionnelle. Bon, ça ferait comme machiner le dessus du bloc. Ben là, tu programmes le bloc en 3D sur ton ordinateur, puis tu lui dis les opérations qu'il a besoin de faire dans la machine pour ensuite se rendre au bloc final. Tu dirais que c'est quoi ton pourcentage dans une journée de travail normale? Bon, je sais que tu fais aussi beaucoup de télétravail, donc ça va un peu répondre à ma question, mais à quel point est-ce que tu es devant ton ordinateur à faire ces soumissions-là ou tout? Et puis, c'est quoi le pourcentage où tu es avec des clients, justement, où tu les vois, vous avez des discussions? Je te dirais que la majorité du temps, je suis devant mon ordinateur. Il y a beaucoup de discussions qui se font par email, bien évidemment. Avec le COVID, ça a fait en sorte qu'on était aussi beaucoup plus apte à faire des rendez-vous par
par ordinateur. Ouais. Donc, ça l'a peut-être fait en sorte que j'ai été plus sédentaire aussi de ce côté-là. Ouais. Mais j'essaye tout le temps de faire des appels téléphoniques parce que je crois que ce contact-là de la vive-voix, ça ajoute un aspect humain à nos discussions avec les clients que ça fait en sorte que la relation va mieux. Ouais. Donc, je m'efforce à faire des appels téléphoniques, mais c'est sûr que il n'y a pas tous les clients qui sont disponibles sur le coup, sur le champ, de dire je vais prendre un appel. Tout le monde est occupé avec des meetings et des choses de même. Fait que ça fait en sorte que c'est sûr que par email, ben là, ils peuvent répondre à n'importe quelle heure de la journée. Donc ça c'est quand même une grosse partie de mes journées. Ouais. Puis bon, j'ai l'avantage, j'ai l'opportunité où est-ce que je peux travailler de la maison quand même 2 journées par semaine. Ouais. Donc c'est très agréable, surtout étant donné que j'ai une petite famille, une jeune famille, donc ça me donne plus de flexibilité de ce côté-là aussi. Ouais. Puis donc, est-ce que tu dirais que c'est un job qui est, si on veut, routinier, c'est-à-dire que tu arrives d'une semaine à l'autre, tu fais quand même à peu près les mêmes choses, ou est-ce que des fois tu as des défis, des choses comme là j'ai un deadline, il faut vite que je sorte ça, ou est-ce que tu arrives toujours un peu... J'ai toujours une certaine quantité de travail qu'il faut que je rentre, disons, mensuellement, pour garder les gens occupés sur le plancher, à la conception, à l'usinage. Donc, il y a toujours un petit stress qu'il faut s'assurer que le boulot est là pour les gens. Ouais. Puis, ça fait en sorte que ça peut ne pas être routinier parce que c'est sûr que si tout va bien et puis il y a beaucoup de travail sur le marché, il y a des fortes chances que nous, ça va bien aller aussi de notre côté. Mm-hmm. Mais si c'est plus une année difficile, il y a le secteur automobile, il n'y a pas besoin de nouveaux modèles d'auto, des choses comme ça. Ben là, c'est là où est-ce que je suis plus enclin à voyager, aller voir les clients pour essayer de justement me battre plus fort pour avoir accès à ces contrats-là. Ouais. Donc, si ça va bien, ça finit toujours par être un peu routinier. Si ce l'est pas, ben là, c'est sûr que là, dernière minute, OK, je vais prendre un avion, je vais aller voir un client que je sais que lui, il y a du boulot à relâcher. Ouais. Donc, ça peut varier quand même assez vite, ouais. Quand, je pense que c'était l'année dernière ou peut-être l'année d'avant que je sais que t'es allé, je pense 2 semaines au Mexique. Justement, je pense que c'était pour un client. Oui. Est-ce que, donc toi, tu y vas seul ou tu y vas avec un superviseur ou quelqu'un? Eh bien, depuis 1 an, je suis plus en tête je suis plus celui qui s'occupe des ventes. En charge, maintenant. Ouais. Donc, on était une équipe de 2. Maintenant, je gère seul. Les ventes, j'ai un analyste sous moi, un analyste que lui, il m'aide à faire les soumissions. Ouais. Mais je suis celui qui fait le face-à-face avec les clients. Ouais. Donc, c'est sûr que quand que je vais au Mexique, à l'origine, j'y allais, je parlais en anglais, puis on parlait tous en anglais, puis ça allait quand même bien. Je croyais que ça allait bien, mais là, nous avons quelqu'un qui vient du Mexique, qui me côtoie quand que je vais au Mexique, et puis je me rends compte que, c'est encore une fois, c'est l'aspect humain. Quand tu es un Mexicain, tu aimes ça beaucoup plus. Parler en espagnol, parler avec quelqu'un de ta culture. Oui, bien sûr. Donc, il y a toujours cet avantage-là que moi, même si je parlais relativement bien espagnol, j'ai quand même pas cet atout-là. Donc, de plus en plus, on se fie sur cette personne-là pour s'occuper de toutes les relations commerciales qui a lieu au Mexique. Ouais, mais donc, que ce soit au Mexique ou en Californie ou whatever, quand toi, toi, c'est genre de voyage, si on veut, c'est voyage d'affaires. Est-ce que pour toi, t'as comme une mission en tête, c'est-à-dire il faut que j'aille ce client-là à mon retour, ou est-ce que si, je sais pas, pour une raison X ou Y, ils ont décidé d'aller avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est toi qui se fait taper sur les doigts, ou tu vois, est-ce que t'as une genre de pression pour ça? C'est sûr qu'on se fait pas nécessairement taper sur les doigts, mais je crois que c'est assez clair que c'est quoi les impacts qu'ils vont avoir si ça ne va pas si bien les rencontres. Le but, c'est toujours que ça aille bien. Ouais, bien sûr. Puis aussi, dans mon métier, c'est pas les types de boulot qui sortent du jour au lendemain. Ouais. Donc, c'est normalement quelque chose que tu travailles à longue haleine. Ça peut prendre 2 à 3 mois avant que le travail sorte. Donc, c'est beaucoup
d'ouvrage à long terme. Je peux pas dire, je suis allé à un rendez-vous, OK, je vais avoir du travail la semaine d'après, c'est sûr. C'est plus travailler petit à petit le client, voir s'il y a de quoi que je peux faire de mon côté pour l'aider, le supporter, côté simulation, tout ce qui est conception. On peut lui donner peut-être un peu de retour sur des commentaires sur comment nous, on ferait ce type de machinerie-là. Donc, c'est vraiment une relation qui se bâtit à long terme. C'est pas quelque chose que je peux juste aller me pointer puis que tout va se régler en un rendez-vous. Là. Ouais. Donc, il y a ça qui est différent peut-être à l'aspect que tu pensais peut-être. Ouais. C'est que quand je vais faire ces visites-là, c'est vraiment des visites pour du boulot à long terme. Ouais. Et puis donc, avant de passer à ton parcours, c'est quoi que tu dirais qui est comme, disons, quelqu'un qui écoute ce podcast puis qui serait intéressé par ce métier-là, c'est quoi que tu dirais qui est comme une habileté ou une aptitude que toi t'as qui t'aide dans ce boulot-là? C'est quoi que tu dirais que c'est comme les 2-3 trucs? Il faut vraiment aimer s'intéresser aux gens. Ouais. Parce que c'est vraiment, à la base, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un aspect technique, là. Il faut quand même savoir de quoi qu'on parle. Mais après, on pourrait prendre n'importe qui est un maître dans le domaine, qui soit un concepteur ou quelque chose, puis tu lui dis, OK, va prendre un avion puis va parler avec quelqu'un. C'est pas nécessairement ça qui les intéresse dans la vie. Donc, il faut vraiment être capable de s'intéresser à l'autre, puis de se dire, OK, je m'en vais pour passer du bon temps avec quelqu'un qui est probablement un inconnu à la base. Donc, puis c'est aussi, il faut que les autres, ils se sentent bien, ils soient à l'aise avec toi, qu'ils aiment ça t'avoir, parce qu'à la fin de la journée, une bonne partie de pourquoi que nous, on a des contrats et puis que quelqu'un d'autre n'en a peut-être pas, c'est parce que ils aiment travailler avec nous. Pas juste que ça va bien, que le produit que nous faisons est de qualité, mais aussi qu'ils savent que quand ils nous appellent, ils vont être contents de parler avec nous. Donc, il y a cet aspect-là aux ventes que je crois qui est très essentiel, puis il faut que vraiment que tu es intéressé à la personne puis que tu veux passer du temps avec eux. Puis c'est pas nécessairement facile pour tout le monde parce que, comme je dis, des fois, c'est du jour au lendemain. Si tu as une famille, puis là, ton garçon a un match de baseball ou de foot ou quelque chose, il faut que tu mettes ça de côté puis que tu te dises, OK, je m'en vais puis qu'on va passer une belle soirée, un souper avec le client ou quelque chose. Puis c'est des sacrifices qu'il faut être prêt à faire. Donc là, je voulais qu'on passe donc à ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené là? Parce que bon, la majorité du temps, je demande à mes invités qu'est-ce qu'ils ont fait comme études et tout. Bien sûr, je le sais parce que j'étais là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que donc toi, t'as vraiment fait un 180, si on veut, t'as vraiment changé dans si on compare avec tes études. Parce que toi, t'étais dans tes études, t'étais intéressé par l'histoire. Right? Donc, je me souviens à l'école, tu étais hyper fort en histoire et tu gagnais des bourses d'histoire, alors que moi, je gagnais des bourses de clown. C'était un peu n'importe quoi. Pour moi, la grosse pression, mais ça veut dire que tu avais à la base cet intérêt-là qui était hyper fort pour tout ce qui est histoire et tout. Je dis pas que tu l'as plus, mais il y a un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte, même c'était assez loin, hein, je crois, à l'université, que tu t'es rendu compte, OK, j'adore ça, mais je voudrais pas en faire mon métier. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, du genre de déclic? Ben, je me suis rendu compte que j'aimais apprendre pour moi-même l'histoire, mais quand c'était, puis c'est drôle parce que je dis il faut s'intéresser aux autres et tout, mais quand ça serait tourner de bord puis dire je veux être enseignant ou je veux faire des articles ou écrire des récits à propos de l'histoire ou des événements passés, c'était pas quelque chose qui cliquait avec moi. Puis le plus que que j'allais dans mon parcours universitaire, le plus que je me rendais compte que c'était pas ça qui m'intéressait. Puis ça a vraiment été très tard dans ma vie d'éducation et tout. J'ai tourné pour l'avantage d'avoir un père qui a une compagnie où est-ce qu'il y a du machinage. Bon, j'ai appris un peu à être un manuel de ce côté-là. Puis après ça, il y a une copine que j'ai eue qui était ingénieure et puis elle voulait que je m'essaye de ce côté-là. Puis j'ai fini par faire une technique en génie mécanique. Puis dans cette technique-là, j'avais l'option dans ma dernière année de cheminement scolaire de la fractionner en deux pour faire la moitié du temps des études, puis la deuxième moitié, faire un stage en entreprise qui aurait rapport avec mes études. Puis c'est là que j'ai commencé dans ma compagnie où est-ce que je travaille actuellement. Puis c'est ça qui m'a donné ensuite le goût de continuer dans ce monde-là. Mais c'est vraiment une particularité, je crois, d'essayer des expériences. Parce que je pourrais pas vous dire que juste avec les études que j'ai faites pour ma technique que je me serais dit je veux faire ça de ma vie. C'est vraiment l'opportunité que j'ai eue avec le stage, puis après ça avec toutes les options qu'il y avait dans ma compagnie
Parce que, par exemple, dans mes études, j'apprenais à faire un peu de tout, donc de la conception, du machinage, de la pneumatique, de l'hydraulique, mais Ouais, je voulais rien savoir de la pneumatique et l'hydraulique. ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment, une fois que j'ai été en compagnie, puis que c'était une compagnie qui était vraiment excellente de ce côté-là, qui m'a donné beaucoup d'opportunités à grandir à l'intérieur de la compagnie, Mhm. que je me suis rendu compte que c'est vraiment là que je veux rester, puis où est-ce que je veux finir, je veux faire ma carrière. Ouais. Ouais. Ce que je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, moi, je passe ma journée avec des élèves qui sont dans ce questionnement-là de qu'est-ce que je veux faire, puis c'est quand même une pression qui est assez énorme pour eux. Puis j'ai l'impression que vraiment, eux, ils se disent, il faut que je choisisse un truc et puis je stick with it, tu vois, que je le garde pour toute ma vie. Puis à chaque fois, je leur dis, mais tu sais, c'est pas grave, hein, vous avez le droit de changer d'avis. Oui, ça vous retarde, oui, c'est ci, ça, mais c'est pas des gros problèmes, tu sais. Mais je sais Non. que toi, c'était quelque chose que t'avais quand même, je me souviens, à l'époque, c'était difficile parce que c'est sûr qu'on le vit quand même un peu comme un échec, tu vois. Le fait Oui, que, en absolument. plus, toi, en plus, t'avais pas fini ton université, donc t'avais pas le papier. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, ça a été dur de prendre cette décision-là? Puis parle-nous un peu de ce truc de dire, écoute, faut que je pense à moi et puis j'ai plus envie, stop. Ben, c'est sûr qu'il y a aussi il y a l'aspect toute la famille, parce que tout le monde, on est pas mal la première génération qui tout le monde va à l'université tout le temps, puis Ouais, c'est attendu qu'on y va, puis qu'on réussit. Comme tu dis, l'idée de réussir du premier coup, du premier coup, c'est vraiment fort. ouais, Et puis, c'est attendu beaucoup de nous. Puis, je crois que c'est quelque chose que, avec du recul, il faut vraiment. Puis peut-être c'est juste, ça fait partie d'être un enfant, d'être un ado, de se mettre cette pression que tu sais avec du recul que c'est ouais. vraiment pas la fin Du du monde, monde, ouais. là. Mais regardez, moi j'ai fini, j'ai commencé ma technique, donc j'ai fait un méchant recul dans ma tête parce que j'ai même pas fait de l'université ensuite. Ouais, Euh, ben, j'ai commencé à 24 ans. ouais, Donc j'ai fini par trouver, puis même encore une fois, je dis, c'est une fois dans la compagnie que j'avais 26 ans que je me suis vraiment rendu compte que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Donc c'est pas mal plus loin que juste le 16, 15-16 ans qu'on a quand on est à l'école obligatoire, puis là, on doit préparer son parcours d'universitaire, là. ouais, Fait que c'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut qu'on mette beaucoup moins de pression sur les jeunes sur ce côté-là, puis leur dire de vivre des expériences, ouais, puis pas juste de dire voyager, parcourir la planète, là. ouais, C'est pas ouais. ça que je veux dire par vivre des expériences, mais juste euh, voir les options qu'on peut avoir dans des compagnies, puis essayer, puis voir ce qu'on aime, puis peut-être, je vais essayer la restauration parce que c'est quelque chose, c'est facile de rentrer dedans, puis là, tu Ouais. vois, j'aime pas la restauration, mais j'aime un certain aspect, comme j'aime ça, travailler sous stress, ou des fois, tu sais, ça fait passer la journée plus vite, ou bien Ouais, j'aime parler avec la clientèle qui était là, ouais, donc, OK, peut-être que j'aime mieux avoir des discussions humaines avec des clients, donc, OK, ça serait peut-être ça que je devrais aller vers, puis là, on finit par trouver où est-ce qu'on veut aller. ouais. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on mise plus dessus. Toutes les expériences pratiques qu'on peut avoir à l'extérieur de l'école. Je dis pas que l'école, c'est pas bon, mais je crois que c'est vraiment surfacique. On Oui, devrait oui. voir ça de même. Ouais, Il faut prendre ça comme étant très généraliste, et puis ensuite, ça te donne peut-être une idée dans quelle direction tu voudrais aller. ouais. Et Ouais. puis, tu en as parlé juste avant, donc le fait que, donc, vu que notre père a cette entreprise, ça t'a permis de voir les différents métiers. En plus, avec l'entreprise Uppass, ce qui est cool, c'est que il y a plein de différents mini-jobs que tu peux un peu Ouais. apprendre. Tu vas voir, ça, est-ce que j'aime ça? La soudure, est-ce que j'aime ça? Non, est-ce que ça, j'aime ça? Tu Ouais. vois, le AutoCAD, de faire ça, c'est ce que tu dis avant, de la conception de 3D et tout. Donc, c'est quel aspect que quand on était jeune, parce que moi aussi j'ai eu fait un peu tous ces jobs-là, moi ça m'a beaucoup moins accroché que toi, je pense, mais est-ce qu'il y en a des petites jobines comme ça particulières qui t'ont peut-être fait un premier déclic, qui t'a mené à justement dire, mais pourquoi pas l'ingénierie, de faire cette technique en génie mécanique? Ben, j'ai vu que j'avais quand même un certain côté, j'étais relativement bon à travailler manuellement. Je voyais un peu l'aspect global de c'est quoi qu'on essayait de réaliser. Ouais, Euh, J'aimais l'idée au boulot que j'ai commencé avec la compagnie que je travaille actuellement dedans. L'aspect où est-ce que j'étais un peu maître de moi-même, c'est moi qui travaillais
qui concevait la machinerie à faire. C'était toujours des pièces variées aussi. Ça, c'était la beauté de la compagnie. C'est que c'est pas des pièces à répétition, c'est toujours des nouvelles pièces. Donc, il y avait cet aspect-là où il y avait beaucoup de variété dans le travail, même si c'était grosso modo le même ouvrage à la fin de la journée. Fait que ça, être plus autonome, j'aimais ça, qu'on me laisse faire. Même chose en conception, on avait un but global qu'il fallait sortir un projet à un certain nombre de temps, mais étant donné que c'est, encore une fois, tout le temps des machines quand même variées, uniques, c'est sûr qu'il y avait de la conception, il y avait certains aspects qui sont tout le temps identiques, mais encore une fois, c'était toujours une variation, c'était toujours des pièces différentes. J'en ai quelques-unes que je garde avec moi ici. Ouais. Bon, ça, c'est des pièces qu'on fait la machinerie pour. Donc, c'est du métal en feuille qu'on doit plier, former, faire des trous pour réussir la pièce. J'en ai d'autres, regardez, celle-là est complètement différente. Ouais. Sinon, j'en ai une plus petite, une boîte électrique. Bon, ça, c'est 2 pièces, là, mais ça vous donne une idée. Donc, le fait que c'est jamais la même chose, puis que nos gestionnaires disent, OK, tu as tel nombre de temps pour réaliser le projet. Si tu n'as pas d'ennui, parfait, on te laisse aller, puis vas-y fort. Ben, ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, le sentiment d'un petit peu d'indépendance, qu'ils ont confiance en moi, qu'ils savent que je peux réussir à l'intérieur du temps prévu. Ouais. Donc, tout cet aspect-là de dire, OK, tu es plus autonome, tu peux faire ce que tu veux, j'aimais ça. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Puis, encore une fois, j'avais des gestionnaires, des directeurs qui avaient confiance en moi, qui me disaient c'était quoi qu'ils voyaient pour moi dans le futur. Ouais. Puis, ça m'intéressait, puis ça me donnait un but à atteindre. Donc, j'ai vraiment aimé cet aspect-là aussi. Ouais, donc là on peut-être un peu rentrer plus technique parce que là j'ai des audiences en France, en Suisse. Quand on parle de donc toi c'est pas un diplôme universitaire, on appelle ça au Québec une technique, ce qui veut dire que c'est après l'école obligatoire, mais avant. C'est un peu comme avoir un diplôme collégial, si on veut, post-obligatoire, sur donc une technique. Donc toi tu n'es pas tout à fait un ingénieur. T'as une technique. Je suis pas ingénieur, non. Ouais. La grosse différence entre ton job et un ingénieur, à part le fait de la paye, ce serait quoi la différence? Un ingénieur, c'est peut-être plus paperasse dans le bureau et tout, puis c'est ensuite qu'il délègue à une équipe justement de techniciens qui vont réaliser le projet que l'ingénieur, lui, a fait tous les calculs et s'est assuré que tout est correct. C'est un peu ça la différence. C'est que moi, si j'étais dans une compagnie qui faisait des ponts, par exemple, ben, il y aurait un ingénieur civil qui nous dirait, OK, voici le projet à faire. Je commencerai à dessiner, disons, les structures du pont, des choses comme ça. Puis ensuite, ça serait à l'ingénieur de tout revérifier et puis de dire, OK, la structure est bonne, elle est fiable, elle va être capable de durer 50, 100 ans. Et puis, après ça, s'il y a un problème, ça serait lui le responsable. Donc, il y a aussi un niveau de responsabilité plus élevé pour un ingénieur de s'assurer que tout est correct. Ouais. Et puis, pendant tes études qui ont duré donc 3 ans? Ouais, 3 ans, mais comme j'ai dit, la dernière année a été en stage. A été en stage, donc elle a été étendue sur 2 ans. Ouais. Donc, mais à la base, ça serait 3 ans, oui. Et puis, est-ce que c'était des études que tu dirais qui étaient difficiles, ou c'était surtout, c'était plus du manuel, ou t'avais quand même des examens, des trucs? Il y avait quand même des cours de physique, des cours de mathématiques élevés, mais il y avait aussi, on avait une petite usine dans l'école où est-ce qu'on faisait du machinage. On a construit notre propre étau, par exemple. Donc, il y avait un peu des deux côtés. On apprenait comment faire du branchage électrique, des choses comme ça. Donc, il y a un petit peu de meilleur des deux mondes, dans le fond. Donc, si on aime ça, travailler avec nos mains un peu, mais on veut pas être mécanicien automobile ou quelque chose comme ça. On veut avoir aussi l'opportunité de pouvoir concevoir de la machinerie ou quelque chose, de travailler sur un bureau. Ben, on peut travailler un peu sur les deux. Puis là, après ça, bon, ça dépend des compagnies que tu décides de travailler avec. Si tu travailles avec une grosse compagnie multinationale, c'est sûr que là, ils vont demander que tu fasses un travail probablement plus spécifique, donc que tu aies qu'un aspect de tes études comme boulot, donc que ce soit de la conception, par exemple. Tandis que si tu travailles dans une plus petite compagnie, ben là, peut-être qu'ils vont te demander d'avoir plusieurs chapeaux à porter. Donc, peut-être que c'est toi qui fais la conception et ensuite, tu vas sur le plancher fabriquer ce que tu as conçu.
Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire dans la vie. C'est sûr que peut-être commencer avec une petite compagnie, ça te donne vraiment l'opportunité d'essayer un peu de tout. Mhm. Puis de voir c'est quoi que tu aimes le plus. Mais ouais, c'est ça un peu le monde des techniciens. Ouais. Et puis, est-ce que pendant tes études, pendant ces 3 ans-là, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es remis en question à dire ouais, je sais pas si c'est ça, ou est-ce que t'as tout de suite accroché puis t'as dit ah non, là je suis à la bonne place, puis tu t'es senti que t'appartenais là? Ben, étant donné que je travaillais déjà en usine après mes études chez notre père, Ouais. je me disais, OK, c'est sûr que là, si je continue dans ce monde-là, ça serait bien que j'aie quand même une documentation qui prouve que je suis assez compétent pour travailler là-dedans si jamais il y a quelque chose qui se passe avec la compagnie de notre père. Mhm. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller là-dedans. Mais j'avais 24 ans puis j'étais avec des 17 ans. Là. Donc, Ouais. c'est sûr que c'était un peu un monde différent pour moi. Là. Je vivais ça. Vous étiez pas à la même place, ouais. Ouais, donc je les voyais aussi qu'à leur âge, il y avait un petit peu une pression de dire OK, il faut que je réussisse du premier coup. Tandis que moi, je prenais ça pas mal plus à la légère. Les cours n'étaient pas obligatoires, donc ça m'arrivait de certains cours, je disais je sais qu'est-ce que je vais faire, ou bien fait que je les sautais. Puis je me rappelle, j'ai une prof qui a dit celui-là, ce garçon-là, il finira jamais sa technique. À toi? Puis bon, ouais, elle parlait de moi, mais mes copains me l'ont dit ensuite à cela. Puis je trouve ça, je me rappelle de cette anecdote-là justement parce que je me dis bon, j'ai quand même réussi. Ouais. Mais c'est vraiment à cause de la compagnie que je suis dedans que je crois que j'ai persévéré puis je suis encore dans ce domaine-là parce qu'il n'y a rien qui dit que si j'avais tombé dans une autre compagnie, que si les gestionnaires n'avaient pas vu quelque chose en moi qui me pousserait à aller plus loin, à monter les échelons, ça aurait pu être complètement différent comme parcours que j'aurais vécu. Peut-être que je serais plus dans ce domaine-là. Ouais. Puis, juste pour conclure ce segment-là, la question qui tue, pourquoi est-ce que il n'y a jamais eu cette discussion de justement reprendre l'entreprise à pas? Ça t'intéressait pas? D'avoir travaillé avec papa, ça fait en sorte qu'on a compris un peu que c'était la dynamique. Il va peut-être écouter, il va peut-être regarder cet épisode, hein, donc fais attention à ce que tu dis. La dynamique père-fils n'était pas la plus optimale à l'intérieur d'une entreprise. Peut-être aussi avec l'âge que j'avais, j'étais plus apte à questionner qu'est-ce qu'on ferait de cette journée-là, la direction prise. Fait qu'il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que, bon, tu l'as vécu toi aussi, on revenait de l'école, papa peut-être qu'il venait souper, après ça il repartait tout de suite après retourner travailler. Les fins de semaine, c'était souvent occupé au travail aussi. Sinon, donc il y a ce côté-là de gérer une entreprise puis que ça soit à toi puis tout, c'était quelque chose que je me suis dit, ça serait peut-être un peu trop. Côté vie familiale. Puis je voulais avoir une vie familiale plus saine, plus balancée, disons. Fait qu'il y a toujours ça qui m'a dit je sais pas si je suis si intéressé à reprendre si elle me l'était offerte. Donc c'est pour ça. Puis peut-être que si ça n'avait pas bien été avec la compagnie que j'étais dedans, peut-être que je me serais retourné de bord. Puis mais étant donné que tu as aimé ça direct. Je peux continuer à travailler avec toi et puis tout, mais c'est, comme je dis, c'est les expériences de vie qui mènent où est-ce que j'en suis en ce moment. Puis je suis très heureux où est-ce que je suis en ce moment. Si on regarde un peu à l'avenir maintenant, donc tu l'as dit, tu viens juste de le dire, hein, tu es super content où tu es. Est-ce que tu te verrais faire ce même job-là que tu fais ailleurs ou pas? Je ne sais pas. C'est vraiment difficile à dire. Je crois que si j'avais pas le choix puis que j'essaierais ailleurs, évidemment que j'essaierais dans le même domaine, voir si toutes les qualités que je vois dans ma compagnie en ce moment, c'est répétable ailleurs. Et puis si ce l'est, bon ben tant mieux. Puis sinon, ben c'est sûr qu'éventuellement, où est-ce que j'habite, nous habitons sur une ancienne érablière. C'est un peu le but pourquoi qu'on est allé vivre ici. Donc après retraite ou bien retraite, je finirai par faire ça aussi. Donc, j'ai quand même d'autres options si jamais ça ne va pas bien avec mon travail actuel. Mais disons que je ne cherche pas activement à ce que ça aille mal. Bon, c'est sûr que le jour où tu auras vraiment l'érablière qui fonctionne, on va pouvoir faire un autre épisode sur ce métier-là, de gérer un érablière puis faire du sirop d'érable.
disons peut-être à ta saison 14, on pourra en reparler. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que oui, le nombre de fois qu'en Suisse ou en France, on me dit ah mais est-ce que tu fais du sirop d'érable puis t'es chasseur? Je dis c'est tellement des clichés. Mon frère il fait ça, mais pas moi. Dans 5 ans, est-ce que tu te vois à la même entreprise, à la même position ou il y a moyen de grader, de monter? Il y a moyen de grader. Il y a toujours cette option-là. Ça dépend. Ben, dans le fond, il y a une bonne partie, étant donné que je suis celui qui s'occupe majoritairement des ventes pour cette section-là de la compagnie. Ouais. Mon futur est lié à ce que moi je fais comme résultat. Donc, non, mais c'est ça. Donc, il y a ce côté-là qu'il faut que je regarde. Est-ce que je suis satisfait avec où est-ce que je suis ou bien est-ce que j'aimerais peut-être monter un petit peu plus? C'est tout le temps à voir parce que c'est pas parce qu'on est nécessairement capable de monter d'échelon que nos compétences vont être pareilles. Ouais. Peut-être que je suis très bon où est-ce que je suis, puis aller plus loin, ça pourrait être néfaste, non seulement pour moi, mais peut-être pour la compagnie. Ouais. Donc, ça dépend tout le temps de comment que je me sens. Et puis, je crois qu'une bonne partie de là, ça, c'est de l'entraînement fait par mon gestionnaire. Donc, si lui, comme je dis, mon gestionnaire est très, très bon. Il voit ma progression et je crois que des fois, il me met dans des positions où est-ce que je dois sortir un peu de ma zone de confort, voir comment que je réussis. Puis, non seulement pour que moi, j'apprends de moi-même, puis que je vois ensuite qu'est-ce que je suis capable de réaliser, mais aussi de son côté pour voir si je pourrais être un bon candidat pour d'autres postes dans le futur. Ouais. Ouais. Mais je suis ouvert à ça, puis le temps le dira si c'est une option, puis si ça m'intéresse aussi. Ouais. Si tu pouvais retourner dans le temps, machine à retourner dans le temps, et puis te donner un message à toi quand tu étais adolescent, 15, 16, 17 ans, qu'est-ce que tu te dirais par rapport à justement cette quête d'identité dans le métier, dans le travail? Je pense que je me dirais de mettre un peu d'eau dans mon vin, que tout ce qui se passe là, au jour le jour, c'est pas si pire que ça. Il y aura le lendemain, il y aura une autre expérience à vivre, il y aura d'autres choses à apprendre avec. Donc, peut-être que tu as échoué sur quelque chose là, puis ça a l'air d'être le pire échec du monde, mais il y a d'autres opportunités, puis il y a d'autres options devant toi. Puis je crois que peut-être c'est juste un avantage qu'on a disons, en Europe ou bien en Amérique du Nord, où est-ce qu'il y a vraiment un filet social qui nous aide beaucoup aussi de ce côté-là, peut-être, la famille, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans ma réalité, je me dis take it easy, là, prends ça tranquille, on va respirer par les narines, puis on va voir c'est quoi qu'il y a comme autre option le lendemain. C'est drôle d'entendre ça parce que bien sûr je t'ai connu à cet âge-là et puis je t'ai jamais imaginé comme étant quelqu'un de stressé par ces pressions-là en fait. Tu m'as toujours eu l'air très calm and collected, tu vois. Je suis bon à le cacher. Ouais, c'est ça. Puis j'ai eu l'avantage que j'habitais très loin quand j'étais aux études à l'université parce que c'était pas mes meilleures années. Ouais, c'est vrai. Donc nous, il y a aussi tout ce côté-là que là, les gens savent pas, mais il y a eu ce moment où toi, tu as fait ton université à Ottawa. Donc nous, on était à 3 heures de route, donc de distance. Toi, tu as un fils qui est mon filleul, donc qui va bientôt commencer l'école. Est-ce que vous avez déjà réfléchi donc avec ta femme, avec sa mère, à comment est-ce que vous voulez justement pas lui mettre cette pression-là ou peut-être la mettre dans certains aspects? Là, c'est sûr qu'on parle à 5 ans, hein, pas du tout, hein. Mais je veux dire, est-ce que pour vous, ça va être important de lui montrer que justement, comme toi tu le dis, il faut pas être trop stressé par ça. Il y a de toute façon des moyens de se reprendre avec un autre métier, par exemple, comme je l'ai fait, tu vois. Est-ce que c'est des discussions que vous avez eues ou pas encore parce que il est trop jeune? Bien évidemment, je veux pas aussi qu'on sorte de cette discussion-là en disant dès qu'il y a une embûche devant toi, abandonne tout puis recommence quelque chose d'autre. Là. C'est pas non plus le but de ce que j'essaie de dire. Je crois qu'il faut faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis voir si, justement, en travaillant fort, en travaillant avec une bonne étiquette, que tu vas bien t'en sortir. Mais pour mes enfants, c'est sûr que je vais pas leur mettre de pression sur quoi faire. Leur dire qu'ils sont obligés d'aller à l'université ou quoi que ce soit. Je veux qu'ils soient capables de faire de quoi, qu'ils soient heureux dans ce métier-là, puis que ça soit quand même qu'ils puissent s'en sortir autonomes. Ce que je ferais par contre, c'est sûr que
je lui ferais vivre les expériences que moi je peux lui partager. Comme je dis, si je travaille dans la cabane à sucre, ben qu'il soit capable de venir voir un peu l'expérience de ce que c'est. S'il veut ensuite je coupe du bois ou bien, tu sais, je fais des choses de Canadien, là, chasser, des choses de même. Je vais toujours lui donner l'option. Jouer au hockey. Ouais. Toutes ces choses-là, je vais lui donner l'option d'au moins les vivre pour que lui donner, comme je dis, un bagage d'expérience pour qu'il puisse ensuite mieux être outillé pour décider ce qu'il veut faire ensuite. Ouais. Mais c'est sûr que je vais toujours vouloir qu'il y aille jusqu'au bout de ses tentatives pour au moins qu'il décide de lui-même après ça si c'est quelque chose qui vaut la peine de continuer ou bien s'il faut regarder ailleurs, mais jamais que je vais lui dire qu'il faut qu'il réussisse du premier coup. Ouais, c'est drôle comme c'est un truc que je me suis vraiment rendu compte avec l'âge, je trouve que justement un truc que notre père a fait très bien, je trouve, c'est de nous forcer à faire des trucs que quand j'étais jeune ça me faisait chier de le faire, mais d'être forcé à le faire, viens on rénove la maison, on le fait ensemble, on fait ci, on fait ça. Maintenant j'ai plein de skills qui viennent de ces moments-là. Des fois je vois des amis, ils font des rénovations chez eux, puis je sais à peu près faire la majorité des trucs que plein de gens sont comme mais moi je sais pas, tu vois. Donc je pense que c'est vrai que c'est important des fois j'ai l'impression qu'avec la jeune génération on veut leur laisser tout faire puis tout décider, mais je pense que c'est quand même important de faire voici les options, je te les montre et ensuite tu décideras, tu vois. Donc ça je trouve que je te rejoins assez là-dessus, puis je trouve que c'est quelque chose que pour le coup papa il a fait assez bien, quoi. Non, je crois que c'est ça. Nos parents ont été bons là-dessus de nous donner une certaine éthique de travail, puis de s'assurer qu'on n'est pas juste là en train de s'asseoir devant la télé toute la journée. Là. Ouais, c'est clair. On aura certainement la chance de voir ce que papa y en dit de ça, parce qu'un jour, j'aimerais bien l'avoir sur le podcast aussi. Il va falloir voir comment on fait pour qu'il y ait une bonne qualité de... Moi qui le faisait, ça lui mettrait un peu plus de pression. Ouais, c'est ça, c'est clair. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis donc, embrasse ta femme et tes enfants pour moi. Et puis, on se revoit dans un autre épisode de Tu fais quoi?